Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Lomachenko trime dur pour l'emporter. Lara prouve qu'il fait encore partie de l'élite et un automne qui s'annonce particulièrement chaud dans le monde de la boxe et c'est avec plaisir que j'accueille Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, le meilleur boxeur livre pour livre de la planète, était en action cette fin de semaine. C'était évidemment un événement à ne pas manquer. Et Lomachenko n'a pas déçu ses fidèles supporters, l'emporte par décision unanime des juges contre Luke Campbell. Il ajoute la ceinture du WBC des poids légers qui était vacante. Une troisième. À celle de la WBA et de la WBO qu'il possédait déjà. Des cartes de 119-108, 119-108 et 118-109 pour le boxeur ukrainien. D'ailleurs, un des juges qui a remis la carte de 119-108, c'était Benoît Roussel, le Québécois. Est-ce que c'est un pointage qui indique l'allure du combat, cher ami? Je trouve que c'est un petit peu large. J'étais surpris quand j'ai entendu ces cartes-là parce que, pas que le combat en lui-même était particulièrement serré, je m'attendais quand même à une victoire de Lomachenko qui a dominé, mais j'ai trouvé que les pointages étaient un petit peu larges. J'aurais donné quand même au moins 3-4 rounds à Campbell, surtout en début de combat. Lomachenko, on sait en début de combat, il a tendance à être pas particulièrement lent, mais c'est qu'il ne s'active pas tout de suite. Il commence à regarder l'adversaire, ses tendances, etc. Comme le dit si bien Bradley, c'est qu'il télécharge l'information avant de la traiter. Donc le premier round, il a été très observateur, il n'a pas été très actif, il n'a pas lancé beaucoup de coups. Par contre, il met toujours de la pression, même uniquement avec son jeu de pied, juste ses déplacements, ses feintes avec ses pieds, il fait travailler l'adversaire et ça au bout d'un moment, ça use, ça fait dépenser de l'énergie nerveuse à l'adversaire et c'est une tactique à long terme qui porte ses fruits en fin de combat, mais c'était surtout de l'observation de la part de Lomachenko dans ses premiers rounds et c'est là que Campbell a pu en mettre quelques-uns en banque parce qu'il s'est quand même très bien défendu, le Britannique. J'ai bien aimé sa manière de rester très calme, même sous les assauts de Lomachenko, il n'a pas perdu sa forme, il est resté toujours en position pour contrer. Et parfois, c'était des petits contres, un jab pour contrer un jab, des contres réflexes, si tu veux. Mais ça a quand même relativement bien fonctionné en début de combat. Après, l'activité de Lomachenko a fait en sorte que l'Ukrainien a repris le dessus. Mais je trouve que Campbell s'est quand même bien défendu dans les conditions. Il faut dire aussi ça se voyait à l'écran, la différence de carrure, la différence de frame entre les deux boxeurs était vraiment claire. La différence de portée aussi, on a pu voir que Campbell pouvait atteindre la cible de beaucoup plus loin, que Lomachenko était obligé d'entrer à l'intérieur pour pouvoir laisser aller ses mains. Ça a un petit peu dérangé Loma au début du combat, mais il s'est vite adapté. On sait qu'avec le jeu de pied exceptionnel qu'il a, il est capable de nullifier cet avantage de portée. Mais Campbell, avec son pédigré, avec sa technique, ses qualités de boxeur, a quand même réussi à tirer avantage de cette portée supérieure. Et il a offert une belle performance malgré la défaite, Campbell. Il lui manquait peut-être un petit quelque chose, mais c'est Lomachenko en face. Tu peux pas t'attendre à avoir beaucoup de succès contre ce gars-là parce qu'il est tellement bon, autant défensivement qu'offensivement, que tu es toujours en train de travailler, tu es toujours sur tes gardes, tu n'as pas de moment de répit. Et ça est usant mentalement, physiquement aussi, parce que tu restes toujours tendu et tu dépenses un peu plus d'énergie. Comme ça gruge au fur et à mesure. On a vu à quel point Luke Campbell n'est pas un parvenu. C'est un boxeur médaillé d'or olympique. Et il n'y a aucune honte à s'incliner devant un boxeur de la trempe de Lomachenko. Est-ce que sa place dans l'histoire... on dit que c'est un talent générationnel qu'on voit une fois dans une vie, peut-être comme amateur de boxe. Malheureusement, là, on voit les limitations physiques, comme tu l'as mentionné. Il ne pourra pas aller au-delà de 135 livres. Ce serait très, très, très surprenant. Est-ce que le fait, contrairement à un Manny Pacquiao, par exemple, qui a été capable d'être champion du monde dans autant de catégories différentes, est-ce qu'on va être capable, malgré tout, au final, de reconnaître le talent exceptionnel de ce boxeur-là, de ce qui a amené, tant dans les méthodes d'entraînement que la façon de se comporter pendant les combats de boxe? Je pense que ça va laisser une trace parce que forcément, quand tu es un amateur de boxe, tu vois Lomachenko se battre, tu es impressionné par tout ce qu'il peut faire dans le ring et je pense que ça va faire des petits. Les jeunes qui commencent à boxer maintenant, qui regardent Lomachenko en action, ils veulent dire waouh, je vais le faire. Ces petits mouvements latéraux de pivot, etc., tu vas t'en inspirer. Quand tu as un boxeur comme ça qui change un peu pas qui change la face du sport, mais qui apporte quelque chose de nouveau,
les jeunes s'en inspirent parce qu'ils le voient à la télé, c'est leur idole, et ils vont l'imiter à l'entraînement, essayer de parfaire sa technique, de l'adopter. Et généralement, tu revois des choses que tu voyais chez d'anciens boxeurs. Tu vois des jeunes qui sortent, qui te rappellent, ah tiens, lui, il boxe un petit peu de cette manière-là. Je pense que par exemple que Mayweather a été un peu inspiré par Pernell Whitaker dans le style de la défense. Des choses comme ça où tu peux retrouver des aspects d'un ancien boxeur qui a sûrement inspiré le jeune qui arrive. Je pense que pour Lomachenko, ça va être ça aussi, son legacy, entre guillemets, ce qu'il va laisser à la boxe. C'est des méthodes, une manière de boxer. Et ce que j'aime beaucoup chez Lomachenko, c'est que non seulement il est très fin techniquement, il pourrait contrôler le combat et prendre assez peu de dommages, mais il est tellement compétitif qu'il essaye de gagner chaque seconde du combat. Quand il s'est fait faire mal au corps par Campbell, Campbell a bien travaillé avec sa main gauche au corps et une fois ou deux, il lui a fait mal. On a senti que ça crispait un peu au niveau des abdos. Lomachenko tout de suite est revenu, il voulait pas lâcher ce round-là, il a dit non, tu m'as fait mal, mais moi aussi je vais revenir, je vais te frapper au corps, je vais te frapper à la tête. C'est pas un gars qui dit ok, bon, ce round-là, je peux peut-être le laisser aller, je vais reculer, je vais pas prendre trop de dommages, je vais récupérer et après je vais revenir. Non, lui il revient tout de suite, il met tout de suite la pression. C'est cet aspect compétitif, cet aspect de vouloir dominer chaque seconde du combat, moi qui m'impressionne beaucoup parce que c'est uniquement mental, c'est une volonté de faire ça alors qu'il aurait la possibilité d'être un peu plus prudent, d'être un peu moins agressif parfois, de prendre un peu moins de risques, mais il prend le pari d'être spectaculaire et de vouloir gagner avec panache à chaque fois. Ouais, d'être finalement cartésien parce qu'il son approche est tellement calculée qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il se comporte de cette façon-là et non, comme tu le soulignes si bien. Il veut ajouter une chose, on l'a vu avec Gennady Golovkin notamment, toujours quelqu'un qui a voulu mousser le spectacle, l'emporter, de se battre à la mexicaine comme il aimait si bien le dire. Ouais. Et Lomachenko, c'est ça, c'est qu'il veut faire le spectacle, il veut qu'on se souvienne de lui, il veut pas juste gagner, il veut gagner avec panache. Et il s'en donne les moyens à chaque fois, c'est toujours un super spectacle. Mais chapeau à Campbell qui s'est bien défendu. Après, quand tu disais qu'on ne verra pas Lomachenko au-dessus de 135 livres, je pense pas non plus. Gros maximum 140, mais déjà là, on a vu la différence physique entre Campbell et lui. Il faut dire que Campbell est quand même un des plus gros chez les poids légers. Il pourrait en rencontrer un autre à peu près de la même carrure si... en Richard Comey, mais ça c'est pas encore fait, c'est dans les plans d'ESPN. Ils veulent opposer Comey à Teofimo Lopez pour la dernière ceinture, la ceinture IBF, et ensuite le vainqueur de ce combat-là affronterait Lomachenko. Alors c'est pas encore fait, c'est pas encore signé, mais c'est les plans d'ESPN. Mais les as sont alignés parce que Lopez est aspirant obligatoire à l'IBF. Tout le monde est représenté par Top Rank. Donc, on serait bien fou de passer à côté d'une occasion comme celle-là parce que Lomachenko l'a évoqué à plusieurs reprises, veut mettre la main sur toutes les ceintures. Il veut tout unifier. À 135 Il a vu son livres. ami Usyk faire la même chose à 200 chez les cruisers, chez les lourds légers. Il se dit, tiens, c'est bien 4 ceintures en même temps. Tu peux faire la croix comme ça, en avoir sur les épaules, sur les bras. Il veut faire la même chose. Et c'est sûr que pour lui, c'est intéressant d'avoir ces 4 ceintures-là parce que je ne le vois pas monter à 140. Ça serait pour moi le gros maximum. Et je ne le vois pas non plus redescendre parce que tu ne fais pas le yo-yo comme ça. Quand il aura eu cette 4e ceinture, si bien sûr il la décroche, c'est pas fait. Mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas l'avoir s'il y a ce combat-là contre Lopez ou contre Comey. Le seul combat intéressant que je vois pour lui à 135, ça serait que Mickey Garcia revienne chez les légers. Je ne suis pas sûr que ça soit dans les plans de l'Américain, mais ça serait pour moi le combat que je veux voir chez les légers. Le combat qui serait le grand combat qui définit la carrière de Lomachenko, à mon avis. Un autre top 10 livre pour livre. Ça avait été le cas avec Rigondeaux, mais Rigondeaux n'était pas du même poids. Il montait de 2 catégories. Il y avait tout cet aspect de carrure qui était à l'avantage de Lomachenko. Là, ça serait 2 vrais poids légers face à face. Encore que Lomachenko est un petit poids léger, mais il est établi dans cette division. Ça serait pour moi le plus grand combat à faire pour Lomachenko. Ça serait contre Mickey Garcia. Est-ce que la volonté est là du côté de l'Américain? Je ne suis pas certain.
au sujet d'un éventuel combat entre Lomachenko et le vainqueur de celui qui va opposer Commey à Teofimo Lopez. On a demandé à l'ancien champion Timothy Bradley, qui est maintenant analyste à ESPN, d'y aller un peu de ses prévisions en vue d'un tel combat. Et ce qui est intéressant, parce que Bradley, c'est un boxeur qui a connu toutes sortes d'adversités. On l'a vu, ses combats contre Manny Pacquiao. Un boxeur de très, très grand talent qui a transposé ce talent-là maintenant comme analyste. Ouais, il est très bon. D'un, il a un peu dit ce que tu as toujours mentionné, c'est que c'est pas fait une victoire de Teofimo Lopez sur Richard Commey. Je pense que Commey gagne. Notamment, Lopez a affiché certaines, disons, faiblesses à son dernier combat contre le Japonais. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'en plus de la supériorité technique de Lomachenko, c'est que là, il y a une motivation supplémentaire. On sait qu'il y a eu des commentaires assez acrimonieux qui ont été faits par Lopez et son père à l'endroit de Lomachenko. Et, il disait ni plus ni moins, va jouer un peu avec lui avant de lui faire mal. Et que il compare le brio de Lomachenko à la science des angles, à la trigonométrie. Il dit, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Il est tellement dominant. Et ça, c'est un trait, une qualité de plusieurs boxeurs des anciennes républiques soviétiques. On l'a vu avec Golovkin, mais Lomachenko, lui, a vraiment amené ça à un niveau supérieur. Supérieur. C'est du jamais vu, là. C'est exactement c'est au niveau de son jeu de pied qui se donne ces angles-là. Je ne sais pas si vous avez vu un moment dans le combat, il a fait son petit pivot là en passant par-dessus la jambe de Campbell. On voyait les angles, ESPN ont fait une série de ralentis, de reprises où on voyait uniquement les pieds. Mais alors juste cette scène-là où tu vois qu'il y a la jambe de Campbell qui est dans le chemin, il fait juste passer par-dessus, il saute et il se retrouve carrément à côté de Campbell. Ça, c'est exceptionnel. Il n'y a que lui qui est capable de se déplacer comme ça latéralement. Il y a beaucoup de boxeurs qui arrivent à être in and out comme ça, mais sur les côtés comme ça, tu arrives à ne plus être en face de l'adversaire, mais être de côté. Il n'a plus de défense contre toi et il ne peut pas non plus t'attaquer dans cette position-là. Alors, pour être capable de le suivre au niveau des angles, c'est impossible. C'est impossible, c'est le seul qui a des pieds aussi rapides. Il a une compréhension des appuis qu'il n'y a pas ailleurs et il fait des trucs que les autres ne font pas, notamment quand il fait son pivot qu'on appelle le Matrix Shuffle. C'est qu'en fait il fait un pas chassé et un pivot en même temps. Normalement tu fais soit un pas chassé, soit un pivot. Lui il fait les deux en même temps et ça passe tout seul et il se retrouve beaucoup plus rapidement sur le côté, alors que toi, si un boxeur lambda va le faire, ça va être beaucoup plus long et l'adversaire va avoir le temps de tourner avec lui, alors que là c'est tellement rapide. Il est pris de court et il ne peut pas réagir assez rapidement. Il est sur la défensive et Loma laisse aller ses mains et on connaît sa précision. Donc c'est à ce niveau-là, je pense que ça va être très très compliqué, surtout pour Teofimo Lopez. Je pense d'ailleurs qu'un combat entre Lopez et Commey, moi je donnerais Commey favori parce que il a la même force de frappe que Lopez, il frappe très fort, on a vu ce qu'il a fait et on dit des deux mains aussi, autant à l'aise à gauche qu'à droite. Ouais, et il commence très très fort ses combats, il aime beaucoup son direct de la droite et il a des bras très très longs et c'est là où je pense que Commey sera un adversaire plus dangereux que Lopez pour Lomachenko, c'est qu'il a un peu la même carrure que Campbell. Il a un pouce de moins mais il a la même longueur de bras. Ça a dérangé Lomachenko au début du combat, il a dû computer un peu avant de trouver le moyen d'entrer sans se faire frapper. Et contre Commey a beaucoup plus de puissance que Campbell. Donc ça pourrait déranger un petit peu Lomachenko. Par contre, Commey est droitier. Et je pense que ce qui a aidé aussi Campbell dans ce combat, c'est qu'il est gaucher, comme Lomachenko. Et il y a certains angles, surtout ce mouvement qu'aime beaucoup Lomachenko, le Matrix Shuffle dont je parlais un petit peu plus tôt. Ils sont nettement moins efficaces contre un gaucher. Parce que à cause bien sûr de ton corps est à l'opposé si tu es gaucher. Contre un droitier, tu ouvres toute la possibilité des coups parce que tu es en face, alors que contre un gaucher, justement, tu es de l'autre côté, donc ça ne marche pas. Ça peut fonctionner, mais c'est pas aussi efficace que contre un droitier, alors que là, son jeu de pied sera encore plus efficace contre un droitier. On se demande des fois pourquoi Lopez tient tant à affronter Lomachenko. Bradley évoque la possibilité, dans le fond, que c'est pour se faire un nom, se servir de tremplin, un peu comme Canelo Alvarez l'avait fait en affrontant Floyd Mayweather. Absolument aucune honte à perdre devant un boxeur qui est considéré comme le meilleur livre pour livre de la planète. Il faut savoir se distinguer parce que plusieurs jeunes boxeurs
qui sont il y en a qui sont champions, d'autres qui aspirent à le devenir. Il faut susciter l'intérêt des réseaux de télévision et en se mesurant à Lomachenko, si on fait moindrement bien, ben notre nom ressort. Exactement ce qui va arriver à Campbell. Ouais. On dit, bon, c'est un boxeur qui a déjà subi la défaite dans le passé, là, bien fait contre Lomachenko. Et il y a beaucoup de possibilités pour un combat sur la scène britannique. Donc, pourquoi ne pas lui trouver un partenaire et qui sait avoir une autre chance pour un combat de championnat du monde dans 1 an ou 2. Oui, le seul problème que je vois pour Lopez, c'est que c'est très rapide parce qu'il est encore très jeune, il a peu d'expérience, et un boxeur qui utilise tellement les émotions comme lui, qui a besoin des émotions pour être dans le combat. Si tu te fais déclasser complètement par Lomachenko, ça peut avoir un effet. Ça peut avoir un effet très négatif, et on sait à quel point Lomachenko est bon pour décourager ses adversaires. On s'en souvient, les 4 de suite qui ont abandonné le combat, qui disaient Nomas, on l'appelait Nomachenko à l'époque. C'est le genre de choses que Lomachenko va faire, c'est qu'il te met tellement de pression juste avec son jeu de pied, mais aussi ensuite avec les coups. Il te met une pression physique, une pression mentale, et il te détruit, il te fait croire que tu ne peux pas rivaliser avec lui, que peu importe ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Et c'est des boxeurs qui ont eu beaucoup d'expérience, je pense notamment à Walters, qui avait mis KO Nonito Donaire après un combat où ça avait un petit peu commencé plus difficilement pour lui. C'est un gars qui a montré qu'il avait du cœur, qu'il était capable de surmonter l'adversité. Et pourtant, il a abandonné alors qu'il n'était pas KO, il n'était pas fini physiquement, mentalement il était. Il y avait eu mathématiquement plus vraiment de chance de l'emporter, donc. Et il a abandonné alors qu'il avait encore l'occasion d'aller essayer de le mettre KO, mais il s'est juste dit je suis pas capable. Et malgré tous ces faits d'armes, il y a quand même énormément de critiques envers Lomachenko. J'ai été surpris, je regardais les réseaux sociaux après le combat et plusieurs intervenants qui répliquaient notamment Dan Raphaël d'ESPN, qui lui s'amuse un peu à ridiculiser les arguments, mais on dit qu'il a battu personne, qui n'est pas un si bon boxeur que ça. C'est quand même surprenant parce que je ne sais pas trop ce que ces gens-là regardent. Je comprends qu'il évolue dans une petite catégorie de poids, mais en même temps. Et il faut voir à quel point il est dominant par rapport à sa carrure, parce que ce n'est pas sa catégorie naturelle, il est beaucoup plus haut. Sa vraie catégorie, ça serait les plumes à 126 livres, au maximum 130. C'est ça, ces 2 catégories naturelles. Là, il est à 135 contre un gros 135 livres, et il domine quand même. C'est ça qui est impressionnant, c'est comme si tu voyais, on va en reparler tout à l'heure avec Jeff Horn, mais c'est tellement compliqué de monter de catégorie et d'être aussi efficace dans une catégorie supérieure. Ça prend du temps pour que ton corps assimile, mais c'est malgré tout, tu vas être plus performant dans ta catégorie naturelle que si tu montes, et même tu peux mettre la masse que tu veux, augmenter ta musculature comme tu veux, ça ne va pas changer le fait que ce n'est pas ta vraie catégorie, ce n'est pas ton vrai poids, c'est artificiel. Ça a été un gala qui a été extrêmement intéressant, qui était présenté à l'O2 Arena de Londres. Il y avait notamment un combat de poids lourd entre Alexander Povetkin et Hughie Fury, des boxeurs qui ont subi la défaite dans le passé, quoique Povetkin, ses 2 défaites, c'est contre Anthony Joshua et Vladimir Klitschko. Il y a pire. C'est ça, il n'y a pas à rougir. 2 boxeurs quand même des prétendants à des combats de championnat du monde. Et Fury en a déçu plus d'un. Et Povetkin, ben lui, c'est une autre victoire là, qui s'ajoute à sa fiche. Oui, Povetkin, c'est une victoire méritée parce qu'il a dominé ce combat-là. Il se replace pour une dernière chance en combat de championnat du monde parce qu'il ne rajeunit pas le Russe. Mais c'est vrai qu'on est déçu de la part de Hughie Fury. Il a 24 ans encore, il est jeune, il a le temps de rebondir, mais on a revu les travers qu'il avait déjà montrés contre Pulev et contre Joseph Parker. C'est qu'il a la génétique familiale, donc du haut de ses 6 pieds 6, il a des grands bras. Il a aussi une très bonne défense, un peu comme, pas autant que son cousin, mais il a quand même une bonne défense, il est capable de rouler avec les coups, de reculer dans les cordes. Mais ces 2 combats-là contre Pulev et Parker, qu'il avait perdu, c'est parce qu'il n'est pas assez actif, il manque cruellement d'agressivité. Il utilise très bien son jab, il gère la distance, mais il n'essaye pas de faire mal à l'adversaire. Il lance très peu de main droite, il lance pas beaucoup de coups de puissance et il n'est pas assez actif. Il est capable de gérer un combat, surtout au début, où il gère bien la distance, il garde son adversaire loin de lui, il évite la plupart des coups, mais il ne le punit pas assez. Il n'en fait pas assez pour gagner chaque round.
Des fois, on dirait qu'il tombe un peu au neutre et c'est un problème qu'on avait vu avant et c'est un problème qu'on a revu contre Povetkin. S'il avait juste augmenté le volume, je pense qu'il aurait pu remporter ce combat-là. Mais il a juste été aussi actif que Povetkin et Povetkin frappait beaucoup plus fort que lui. Les coups avaient beaucoup plus d'impact. C'est Povetkin qui avançait en plus. Donc pour les juges, ça les incite à donner le round à Povetkin. J'ai trouvé que Fury manquait de méchanceté un petit peu. Il faut qu'il laisse partir des combinaisons, il faut qu'il essaye de faire mal à l'adversaire parce qu'il est trop... il n'est pas en mode combat, il est plus en mode sparring qu'en mode combat pour faire mal à l'adversaire et le dominer. Il s'amuse un peu, il essaye d'éviter les coups, il est beaucoup plus dans son esprit, beaucoup plus défensif que offensif. Il essaye pas de gagner, mais il essaye de ne pas perdre. Et ça, en boxe, c'est jamais très très bon, ça t'emmène jamais très loin. Le favori local, Charlie Edwards, défendait son titre des poids mouches du WBC. À l'origine, c'était une défaite par knockout au 3e round contre Julio César Martinez Aguilar. Mais la décision a été renversée parce que Martinez a frappé alors qu'Edwards se retrouvait au sol. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que ça survient dans le monde de la boxe. Fait un peu penser à ce combat éliminatoire pour affronter Lucien Boutet. C'était Sakio Bika qui avait été disqualifié pour avoir frappé Mandy alors qu'il se trouvait au sol. Et là, on a décidé, WBC a réagi quand même assez rapidement. Oui, sur le ring directement. Ouais. Ça a été annoncé à la foule avant que les boxeurs quittent le ring. Ouais. Donc, un non-lieu. Oui, j'ai écrit qu'il conserve sa ceinture en se faisant passer le KO. C'est à peu près ça. Martinez, c'est un destructeur. Il a 11 KO en 14 victoires. Chez les 112 livres, c'est beaucoup. C'est un gros ratio de KO. Et c'est un gars qui est très agressif, qui lance beaucoup de coups. Au 3e round, il a martelé Edwards. Il a dominé le combat. Et on sentait qu'Edwards déclinait très rapidement. Il s'était fait faire mal au corps, à la tête. Il était en train d'encaisser une combinaison de à peu près 25 coups à la suite. Et il a mis un genou au sol et Martinez a fait ce qu'il devait absolument pas faire. C'est qu'à peu près 1 ou 2 secondes après, il lui a envoyé un gros crochet au foie. Et on a vu que directement ce coup-là a fait mal à Edwards. C'était pas du cinéma parce qu'il est arrivé bien au niveau du foie, là, sous les côtes. C'est un coup qui lui a fait mal et qui l'a empêché de continuer le combat. Il aurait peut-être pas continué s'il n'y avait pas eu ce coup-là. Mais t'as fait quelque chose d'illégal, t'as pas le droit de frapper un boxeur au sol, surtout que c'était clair. C'était pas dans la continuité, il avait mis le genou au sol, il a eu le temps de faire un pas de côté pour aller chercher le foie. C'est dans le feu de l'action, mais c'est un peu stupide parce que s'il était allé dans son coin comme il aurait dû le faire, peut-être qu'Edwards se serait relevé, mais il n'aurait pas terminé le round, il lui aurait passé le KO, il aurait eu sa ceinture. C'est un peu sévère quand même comme décision parce qu'il aurait gagné malgré tout, mais il a fait une faute. Il a fait une faute qu'il ne devait pas faire. Il a payé les conséquences, il n'a pas la ceinture. Il y aura probablement une revanche. Mais écoute, il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Les gens disaient oui, c'est en Angleterre, c'est Eddie Hearn. Mais il a fait une faute. Ouais, puis les règlements... les règlements sont clairs. Tu ne peux pas frapper un gars... Jusqu'à preuve du contraire, sont faits pour être respectés. Donc, tu ne peux pas frapper un gars au sol. Après, à mon avis, ce qui énerve un peu les gens, c'est que on en voit souvent des coups sur des boxeurs qui sont au sol et ils ne sont pas toujours punis. Je pense notamment à Android contre... c'était Kotandankwa, je pense son nom, un Namibien immense qui s'était battu contre lui pour son premier combat chez DAZN. Et il l'avait frappé, il n'avait pas un genou à terre, lui il était allongé par terre quand Android l'a frappé. Il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de points enlevés, il n'y a rien eu. Donc il y a un petit peu un double standard qui dérange les gens. C'est surtout ça qui énerve. Parce que si ça avait été dans l'autre sens, c'était Charlie Edwards qui l'avait frappé au sol. Je ne suis pas certain à 100% que la décision aurait été renversée et qu'on serait venu à un no contest. Mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même. C'est lui qui a fait la faute. Et en plus, il le tenait. Et il a laissé aller avec cette faute stupide. Il va apprendre. Il ne recommencera pas la prochaine fois quand son adversaire aura un genou au sol. Il va aller dans son coin, il va attendre que l'arbitre fasse son travail, donne le compte de 8 et il va l'achever après. Il l'avait, il était à sa portée, il était mentalement brisé, je pense, Edwards. Il n'en pouvait plus, il ne terminait pas ce round-là, même s'il se relevait.
Finalement, on surveillait le Road Warrior canadien Ryan Ouais. Ford qui affrontait un espoir de premier plan chez les poids mi-lourds, Joshua Buatsi. Ça s'est terminé par un KO au 7e round. Ouais. Dans le clan de Ford, on était plus ou moins satisfait de la décision. On trouve que c'est survenu un peu trop vite, même s'il tirait de l'arrière largement au point. Là. Mais là aussi, il y a eu un petit... imbroglio. Oui, parce que c'est une combinaison de 2 coups au corps qui ont terminé Ford, une droite qui a bien atterri au corps et un uppercut du gauche qui était un petit peu limite, un peu bas. Il s'en est plaint à l'arbitre, mais je pense que c'est pas ça qui l'a mis KO. Il était déjà, il commençait à affaiblir, il était déjà abîmé parce que Buatsi, c'est un mec qui travaille très très bien au corps, il frappe fort. En même temps, le ralenti laisse peu de place au doute. Là. On voit clairement que le coup est sous la ceinture, mais c'est ça qui fait aussi... C'est le coup précédent qui a causé le dommage. C'est un coup en dessous de la ceinture, mais sans ce coup-là, il aurait quand même été au tapis. Et je pense que pour lui aussi, on sentait venir la fin. Alors on sait que Ford, il va toujours donner un effort maximal, il va toujours faire travailler l'adversaire, mais Buatsi, c'est un espoir de premier plan, comme tu l'as dit. Il faudra le surveiller parce qu'il n'a que 26 ans. Les 175 livres, c'est une division où il y a déjà beaucoup de talent. Alors d'avoir un nouveau joueur comme ça qui arrive et qui risque de faire des vagues, c'est toujours très intéressant. Il frappe fort et j'aime bien Buatsi, il est intelligent, il travaille très bien au corps dès le début du combat. Il investit au corps et il en retire des dividendes plus tard dans le combat. Il a beaucoup de puissance. Ça va être un gars à suivre parce qu'on va pouvoir l'opposer. Il y a tellement d'adversaires possibles à 175 livres qu'on va sûrement avoir des combats intéressants avec Buatsi. Samedi soir, c'était présenté en après-midi, le gala Lomachenko-Kamel, en fin d'après-midi. En soirée, j'ai surveillé Erislandy Lara contre Ramon Alvarez. J'étais prêt, hein, on sait, les PBC sous-estiment un peu les plages horaires. Donc, j'avais réglé l'enregistreur après 22 heures pour être certain de ne pas manquer. J'ai bien fait. Et je n'étais pas le seul qui était bien préparé. Erislandy Lara aussi. Ah oui. Exactement. Ramon Alvarez, lui, un peu moins bien. 4 livres au-dessus de la limite permise à la pesée. Et là, il s'est littéralement fait passer sur le corps. Lara, victoire en moins de 2 rounds. Et intéressant, ce combat-là, ça marquait le retour de Lara avec son ancien entraîneur Ismaël Salas. C'est lui qui était dans son coin à ses débuts dans les rangs professionnels. Et là, ça fait juste prouver que Lara, il faut être prêt. Il faut se lever tôt pour espérer le battre. Parce que je regardais ses 3 défaites en carrière, c'est contre Paul Williams, Canelo Alvarez et Jared Hurd. Et il y a également Paul 3 Williams, verdicts nuls. Et toutes ces décisions, il n'a jamais été battu avant la limite. C'est soit par décision majoritaire ou partagée. Ça prouve là, que seulement l'élite qui peut se frotter à lui. Et parmi les 3, cette défaite contre Paul Williams, c'est un des plus gros vols que j'ai jamais vu. Il l'avait dominé complètement et il a perdu le combat. Et les 3 juges qui avaient jugé ce combat-là contre Paul Williams ont été suspendus indéfiniment. La décision n'a pas été renversée, elle aurait dû être renversée, mais c'était clairement une victoire pour Lara. Il avait perdu maximum 3 rounds dans ce combat-là et il a perdu le combat. Il a perdu le combat 9-5 en sa faveur. Paul contre Alvarez, c'était déjà annoncé un peu comme une confrontation inégale, puis il l'a prouvé Alvarez, dans le ring, plus rapide, plus ingénieux. Le taux de précision de ses coups est assez phénoménal. Alvarez, si c'était pas le frère de Canelo, on n'en entendrait pas parler. Parce qu'on a pu voir son manque de qualité dans le ring. Il est très stiff, il est très droit, raide. Il n'était pas combatif non plus. Non, il n'a pas trop essayé. Il n'a pas essayé de faire le poids non plus parce qu'arriver 4 livres au-dessus de la limite, quand même, c'est vraiment pas professionnel comme attitude. Et bon, il est venu pour se montrer, mais il n'a pas montré son plus beau visage, on va dire. Et Lara, ce que j'ai bien aimé par rapport à ses débuts, au début de sa carrière, il était un petit peu plus tactique. On sait qu'il vient de l'école cubaine où on travaille intelligemment. Donc, il essayait de gagner par décision. Là, j'ai l'impression qu'il donne moins de coups, mais il met plus de poids dans chacun de ses coups. Il essaye de faire payer l'adversaire à chaque fois. On a pu voir quand il lance son direct de la gauche, ça rentre très vite et il tourne plus, il met plus de poids dedans. Il essaye Il a changé un peu sa manière de boxer. Il utilise toujours très bien son jab, un bon jeu de pied, il gère bien la distance. Mais c'est dans l'intention qu'il met dans ses coups
où j'ai l'impression qu'il est plus méchant, qu'il essaye de faire plus mal, et ça va l'avantager dans cette catégorie-là, parce qu'il ne peut pas rivaliser avec des gars comme par exemple Jarrett Hurd au niveau du volume de coups, mais par contre il peut leur faire mal et les inciter à reculer un peu, à être moins agressif. Et là, on se demande, il a dit qu'il y avait une lutte à finir avec Canelo Alvarez, qu'il avait battu il y a quelques années. Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là? On ne fait pas partie de la même famille télévisuelle. Il est encore à 154 livres, c'est sa vraie catégorie où il a combattu toute sa carrière. Et d'ailleurs, carrière. à ce sujet-là, le journaliste Chris Mannix disait peu de nouvelles au sujet d'un éventuel combat entre Canelo et Kovalev, mais ça ne veut pas dire que ça ne négocie pas. Au contraire, ce sont de très, très bonnes nouvelles. On se fait discret et apparemment que les pourparlers progressent de manière très, très intéressante pour un combat qui serait présenté à 175 livres, la ceinture de Kovalev qui serait à l'enjeu. Ouais, ça va être intéressant, ça, parce que même si Canelo est un meilleur boxeur que Kovalev, la différence de carrure va se faire sentir. On l'a vu avec Lomachenko et Campbell. Ça va être intéressant à voir. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne verra pas de revanche contre Lara pour deux raisons. Déjà, Canelo regarde vers le haut au niveau du poids, alors que Lara est en bas. Il va falloir qu'il monte. Lara, il y aura un désavantage physique parce qu'il est beaucoup plus longiligne que Canelo, qui est plus massif. Il a juste une ceinture intérimaire aussi de la WBA en sa possession. Et c'est surtout que pour moi, c'est un adversaire dangereux pour Canelo. Il a un style qui va déranger Canelo parce qu'il est très technique, il est bon défensivement, donc c'est un gars contre qui il est très dur de bien paraître. Et donc de bien paraître pour les juges aussi. Le premier combat avait été très très serré. Moi, je l'avais en faveur d'Eris Lara. Je pense qu'il aurait dû remporter ce combat-là, mais ce n'était pas non plus un scandale parce que c'était un combat extrêmement serré. Ça aurait pu être un match nul aussi. Et on s'entend que télévisuellement, on va rallier beaucoup plus d'amateurs en opposant Canelo Alvarez à Kovalev qu'un match revanche contre Lara. Ouais. Et je pense que c'est aussi Canelo veut pas remonter dans un ring avec Lara. Il trouve que c'est un problème trop difficile à moins qu'il soit obligé par une association. Et encore là, on sait, on peut toujours lui qui oblige se faire les nommer associations, champion émérite ou peu importe. C'est plus lui qui a le contrôle que les différentes associations. On vous avait également parlé du combat entre Jeff Horn et Michael Zerafa. On surveillait le combat pour la simple et bonne raison qu'en cas de victoire, Horn serait vraisemblablement opposé au champion chez les poids moyens Ryota Murata avant Noël, on avait dit. Mais là, son compatriote qui était négligé jusqu'à 5 contre 1 est venu jouer les troubles fêtes et l'a emporté par arrêt de l'arbitre au 9e round. Et là, c'est peut-être ce même Zerafa qui va obtenir sa chance contre Murata. Ça n'a vraiment pas été une bonne journée pour Jeff Horn, coupé à l'œil gauche dès le 2e round. Il ne sentit jamais été capable de se mettre en marche et retourner au plancher au 9e. Et là, son entraîneur a décidé que c'était assez. Et même lui, il a évoqué après son combat, j'ai une belle famille, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai donné. On a l'impression qu'il a atteint le sommet de sa carrière en devenant champion en battant Manny Pacquiao. Fait quelques dollars après. Et là, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Il avait fait le saut chez les moyens où il avait battu une vieille gloire australienne, Anthony Mundine, mais qui avait déjà 43 ans. Et là, contre Zerafa, je vous disais que c'était un mismatch la semaine dernière, mais finalement, Zerafa dans l'autre sens. Zerafa n'a pas lu le script. Il a complètement dominé Jeff Horn. Je pense quand même que Horn est un meilleur boxeur, mais c'est un gars qui se battait chez les welter, chez les mi-moyens. Et là, il est monté très rapidement chez les moyens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la différence de poids. Tu n'amènes pas la même puissance, tu n'amènes pas la même résistance de coups dans une catégorie supérieure. Et ça s'est fait ressentir. Il est allé au tapis dès le 2e. Et on a pu voir que la différence de carrure, pas forcément de carrure parce que Horn est quand même costaud, mais c'est pas son poids naturel. Et Zerafa frappait plus fort que lui. Il n'a pas été capable de prendre les coups d'un vrai poids moyen. Et il est allé au tapis. C'est vrai que avec cette défaite-là, ça le fait quand même pas mal reculer. Je pense pas non plus qu'il va redescendre parce que c'est des gros efforts pendant les camps d'entraînement pour faire le poids, que ce soit à 147 ou à 154. Je pense que s'il continue à boxer, il va rester à 160. Mais quand tu commences à parler de retraite, ça veut dire que ça fait un petit moment que ça tourne déjà dans ta tête, que tu n'as pas forcément la même motivation qu'avant. Et c'est là que ça devient dangereux pour un boxeur. Quand tu arrives dans le ring sans être mort de faim comme ça peut jouer des tours et ça peut faire en sorte que
tu sois pas forcément moins concentré, mais tu vas pas être aussi déterminé pour remporter ce combat-là, et c'est là que tu peux subir des dommages. On sait aussi qu'il y a peut-être un danger pour les boxeurs qui proviennent soit de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Le marché intérieur a quand même ses limites. Naturellement, on est historiquement, on est lié à l'Angleterre. Ouais. On le voit avec Joseph Parker, dont sa carrière s'est transportée là-bas. Ouais. Un danger aussi de devenir un faire-valoir. D'être l'adversaire. Horn peut... Il y a ce danger-là, mais en même temps, s'il est lucide en se disant j'ai des choses plus importantes à faire que d'être boxeur professionnel, c'est probablement la décision qui s'impose. Et quand tu as fait un combat contre Pacquiao, un combat contre Terence Crawford, tu as quelques billets en banque. Adrien, tu n'es pas sans savoir qu'on est pas mal dans le retour à l'école pour la majorité des gens qui vivent au Québec. C'était soit la semaine dernière ou encore cette semaine. Je me suis dit, l'occasion est bonne, vu que ça va être plutôt tranquille cette fin de semaine dans le monde de la boxe, d'y aller. De ce qui nous attend cet automne, tant sur la scène québécoise internationale. Je vais lancer des grandes lignes, des grands combats qui ont été annoncés. Puis, bon, évidemment, on va avoir l'occasion de reparler de ceux qui vont avoir lieu, notamment la fin de semaine du jour d'indépendance mexicaine. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. On va se concentrer sur les annonces qui viennent tout juste d'être faites. Sur la scène québécoise, bon, on sait, Eye of the Tiger Management organise 2 galas au cabaret du Casino de Montréal. Un le 26 septembre qui met en vedette notamment Steven Butler et Batir Youkembayev. Il y en a un qui va être présenté le samedi après-midi. Le 28 avec Arslanbek Mamoudov, Mathieu Germain ou encore Arthur Ziadinov qui va affronter un boxeur qu'on a déjà vu ici à de nombreuses reprises au Québec. Je parle évidemment de Darnell Boone. Ce que j'ai envie de te parler, c'est des combats qui n'ont pas été annoncés. À commencer par David Lemieux, on nous dit qu'une annonce est imminente, mais qui il va affronter? Ça fait longtemps, David Lemieux, qui ne s'est pas battu. En 15 septembre 2018, il avait battu un certain Gary O'Sullivan en 2 minutes 44. Il devait affronter John Ryder en avril. Ça, c'est dommage. Ce qui devait marquer ses débuts chez les poids super moyens, mais s'est blessé à une main à l'entraînement. Et là, on dit qu'il est dans le gymnase. D'ailleurs, multiplie les publications sur les réseaux sociaux. A l'air en pas pire forme. Mais j'ai hâte d'en savoir plus parce que on commence à compter les années. Là. Il y en a certainement moins à faire qu'il y en a de fait dans le cas de l'ancien champion des poids moyens. Oui, et une année d'inactivité, c'est long. C'est pas facile quand tu reviens tout de suite dans le ring de reprendre le rythme immédiatement. Alors bien sûr, il était à l'entraînement, il a fait du sparring, mais ça remplace pas les véritables combats. J'ai bien hâte aussi de voir où on s'en va parce que c'était tellement proche d'un combat contre... on entrevoyait un combat contre Canelo, il était en sous-carte, dans la même catégorie. On voyait qu'il y avait quand même une volonté de dire, OK, s'il réussit une belle performance, c'est un adversaire très crédible pour Canelo. Et maintenant, on voit que le Mexicain est parti complètement ailleurs, que David Lemieux est plus du tout dans les plans de Canelo. Contre Golovkin, à mon avis, Golovkin l'a tellement dominé dans le premier combat qu'il n'y pense même plus. Il commence à manquer d'adversaires potentiels. La piste de John Ryder pourrait toujours être présente. Oui. Lui s'est emparé d'un titre intérimaire à son dernier combat. Et ça, ce qui est intéressant, mais là, c'est qu'on a demandé un combat. La WBA a ordonné un combat entre Callum Smith et John Ryder. Smith était pressenti dans la liste d'adversaires, la liste Canelo. Assez restreinte de Canelo. C'est un affrontement, c'est un no-brainer entre Smith et Ryder, deux Britanniques. Donc, et là, l'adversaire John Ryder, à mon avis, va perdre contre Smith. Donc ça enlève son intérêt pour le mieux parce que la ceinture était un intérêt... bien évidemment, c'est une ceinture intérimaire. Tu te places pour la véritable ceinture, la ceinture régulière. Là, s'il n'y a pas ça... Je ne vois pas trop ce que John Ryder va apporter à David Lemieux, à part un premier combat chez les super moyens. C'est un bon adversaire, mais c'est un adversaire quand même dangereux. Ryder, il a un très bon crochet droit. Donc je pense que Lemieux, avec son nom, avec son pedigree, ce qu'il a déjà fait dans sa carrière, peut aspirer à avoir un adversaire plus connu, plus payant que Ryder. Mais qui? C'est ça la question. Ça reste un peu flou dans son cas. J'attends de voir l'annonce. Parce que ça demeure le meneur du groupe de boxeurs d'Eye of the Tiger. Donc, ainsi va le leader, ainsi va le reste dans l'entreprise. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un adversaire de retour. Si ça se peut qu'on ait un adversaire... après un an d'inactivité. Voilà, un adversaire du style de Gary O'Sullivan qui est
qui est pas un mauvais boxeur, mais qui est largement à la portée de David Lemieux pour se remettre un peu dans le bain et là avoir un des tops de la catégorie. Si j'étais lui, j'éviterais à tout prix Callum Smith par contre, parce qu'il est énorme pour cette catégorie, il frappe très fort. C'est pour moi le boogeyman chez les 168. Un autre nom, Yves Ulysse Fils, détenteur de la ceinture Gold de la WBA. Son nom a été évoqué pour la sous-carte du prochain combat de Jimmy Munguia qui est présenté le 14 septembre à Carson, en Californie. Mais il n'y a encore rien d'officiel. On sait, des fois, BoxRec nous laisse entendre qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame. Là, absolument rien. Lui, son dernier combat, c'est 25 avril contre Steve Claggett. Ça avait été présenté en Californie. Un autre là, dont on commence à attendre, c'est un boxeur qui est rempli de promesses, qui est spectaculaire, qui a un talent fou, mais on a l'impression que, pas que la machine s'emballe, et même certains noms d'adversaires qui avaient été évoqués, c'était peut-être pas les plus excitants. Non, c'est ça. Mais je pense que les Américains l'aiment bien, Yves Ulysse. Donc, au niveau des réseaux de télé, il va avoir de l'exposure aux États-Unis. Et quand le boxeur n'est pas particulièrement connu, on va le faire briller face à des adversaires de niveau un peu moindre. Je pense qu'il est peut-être encore à ce stade-là, Ulysse, quoique il est quand même relativement reconnu, mais ce n'est pas la plus grande vedette, bien évidemment. Donc, peut-être qu'il faut s'attendre à ce genre d'adversaire-là aussi, qui va briller une belle victoire, où il domine. Mais je ne pense pas qu'on va avoir des très grands combats tout de suite pour lui. Il va falloir attendre un petit peu, peut-être 2-3 combats. Mais il faut, dans son cas, qu'il soit spectaculaire, qu'il remporte largement ses combats, qu'il soit dominant pour sa crédibilité, si tu veux, pour qu'il devienne un incontournable. Parlant de Claggett, il y avait des rumeurs qu'il signerait peut-être un contrat de promotion avec Eye of the Tiger. On voudrait organiser un grand tournoi à 140 livres. Ça reste à voir. Encore rien qui a été officialisé. Le dernier nom que j'ai pour toi, Eric Bazinian. Avantageusement, oui, classé dans 3 associations. 11e à la WBA. Il est détenteur du titre mineur de la NABA. 15e à l'IBF et aspirant obligatoire à Billy Joe Saunders, qui est champion de la WBO. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Saunders, c'est confirmé, va se battre le 9 novembre au Staples Center de Los Angeles, en Californie, en sous-carte de la rencontre au sommet entre 2 YouTubers. Là, je blague pas, là, c'est sérieux. KSI contre Logan Paul. C'est un match revanche. Ils se sont affrontés en Angleterre. Les gens et c'est eux la finale. Oui, c'est eux la finale. Les gens sont choqués, mais en même temps... on est là pour faire de l'argent et ça va susciter de l'intérêt. Il y a même David Haney qui pourrait être ajouté à cette carte. J'arrive pas à croire qu'ils sont en finale. Et oui, Eddie Hearn s'est défendu en disant ben oui, des boxeurs professionnels en sous-carte de 2 YouTubers parce que ça va attirer plein de gens qui normalement ne seraient pas intéressés à la boxe. Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on posait la question avec Teofimo Lopez. Est-ce qu'on l'oppose Lomachenko maintenant? Oui, on dit que ça permettrait de le faire connaître. Dans le cas d'Éric Bazinian, une carrière assez intéressante dans les rangs amateurs, mais est-ce qu'il est prêt pour relever un défi de la trempe de Billy Joe Saunders, qui est un boxeur qu'on a vu en chair et en os à Laval contre David Lemieux? Un boxeur pas nécessairement fréquentable, mais quelqu'un qui a un talent fou, qui est capable de jouer avec ses adversaires. Bazinian, malgré tout le talent qu'il peut avoir, semble un peu vert. Là, et surtout qu'il commence sa relation avec Mark Ramsey. Voilà, c'est exactement ça. C'est que c'est pas qu'il n'a pas le talent pour battre Saunders ou pour rivaliser avec lui. C'est que c'est encore très tôt dans sa carrière. Il est encore très jeune. Il faut attendre qu'il se développe un petit peu. Mais c'est ça le danger quand tu fais monter tes boxeurs très rapidement, c'est ils ont un rang élevé, ils peuvent devenir aspirants obligatoires en cas s'il y a une blessure ou s'il y a un boxeur qui est classé dans une autre ou qui remporte une ceinture dans une autre division, il va être enlevé des classements et ton boxeur va être poussé un peu trop vite par ces classements. Je pense pas que ça soit le temps d'affronter Billy Joe Saunders, mais je pense pas que Saunders non plus voit Bazinian dans ses plans, donc il va aller ailleurs. On parlait aussi d'un combat contre Callum Smith pour Billy Joe Saunders. Je pense qu'il voit plus au niveau national britannique et au niveau mondial pour unifier d'autres titres
que de défendre sa ceinture contre son aspirant obligatoire. Donc je pense que pour Bazignan, ça ne va pas être pour tout de suite. Il va avoir d'autres combats avant et ça va être bénéfique pour lui parce qu'il a besoin d'expérience, il a besoin de connaître un peu d'adversité avant d'affronter un gars comme Billy Joe Saunders. Parce qu'il s'est battu aux États-Unis à son dernier combat, ça avait très bien été, là, contrairement à Steven Butler qui avait nettement eu plus d'adversité. Mais la marche est haute. En même temps, on peut toujours dire, l'exemple qui me vient en tête assez récent, c'est Arthur Beterbiev qui avait affronté Callum Johnson. Ce dernier, bon, il faut faire sa place dans le marché anglais qui est très compétitif. Gars, mon grand, t'auras peut-être pas 100 chances de te battre en championnat du monde. Vas-y. Est-ce que c'est le... Et il avait bien fait. Il avait envoyé Beterbiev au sol et je pense qu'il s'est fait une crédibilité avec ce combat-là, malgré la défaite. Ça pourrait être le cas pour Bazignan aussi si il arrive à perdre contre Billy Joe Saunders. Et tout dépend aussi de l'offre monétaire, parce que si on lui fait une proposition qui est ridicule, on va peut-être dire, bon, ben, on va opter pour aller dans une autre direction. Mais on sait, il a signé une entente de copromotion avec Golden Boy. Quels sont les plans de l'entreprise? En tout cas, pour l'instant, c'est assez nébuleux. On attend encore des nouvelles. Mais je trouve que c'est très tôt pour lui. Encore, il faut continuer à le développer parce qu'il est encore jeune. C'est pas comme si on était pressé. Par exemple, dans le cas de Callum Johnson, c'est un gars qui n'était pas non plus... Il a quoi, 32, 33 ans, Johnson? Donc, c'est le moment d'y aller là avec Bazignan. Mais ça n'avait jamais été considéré comme un espoir de premier plan. Contre Bazignan, on a le temps on peut prendre un peu notre temps parce qu'il est encore jeune. Du côté de groupe Yvon Michel, bon, on est associé avec New Era Fighting and Promotion. Il va y avoir un gala mettant en vedette Francis Lafrenière le 20 septembre à Montréal. Mais il est déjà acquis, Adrien, que la série de galas qui sont présentés au cabaret du Casino de Montréal ne sera pas de retour avant le mois de février. C'est qu'on a déjà, si tu me permets l'expression, épuisé 2 cartouches avec autant de galas de Marie-Ève Dicker au printemps. On voulait que la championne se batte, donc on a, pris des options en avance, ce qui fait que ça ne sera pas de retour avant le mois de février. Et là, on se demande qu'est-ce qui arrive. Là, il y a eu un reportage au sujet de Marie-Ève Dicker. On parle d'un combat qui serait présenté au Centre Vidéotron à l'automne, peut-être au mois d'octobre. D'ailleurs, il y a Sébastien Bouchard qui a écrit sur sa page Facebook « Je vais de retour bientôt. Il va y avoir des nouvelles. Restez à l'antenne. » Et on regarde ça très, très froidement. Ça n'a aucun sens que Marie-Ève Dicker attende, par exemple, le mois de février avant de se rebattre. Parce qu'on a créé une certaine aire d'aller. Est-ce que... Je comprends que c'est pas la manne là, pour acheter des billets ou se procurer les événements à la télévision à la carte, mais en même temps, il faut continuer à la faire connaître et attirer les regards. Quand même battu ses 2 premières aspirantes après avoir... remporter la ceinture contre Chris Nemust au mois de décembre. Il faut qu'elle se batte. Il faut que ça continue sur ce rythme-là parce que ce qui est dérangeant pour un boxeur ou une boxeuse, c'est quand tu fais, par exemple, 3 combats rapides et qu'après tu attends 1 an avant de te rebattre. Quand c'est pas régulier comme ça, c'est dur de garder le rythme, de garder le focus aussi mentalement. Là où je mettrais un petit bémol, c'est que si elle a une adversaire du calibre de Hanna Gabriels, par exemple, là, ça pourrait valoir le coup d'attendre aussi longtemps parce que c'est une adversaire qui est très crédible, qui va lui amener quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans le ring. Elle est costaud, Hanna Gabriels, elle frappe fort. Donc si c'est cette boxeuse-là, je suis capable d'attendre jusqu'à février pour la voir. Par contre, faut pas qu'elle perde le rythme, faut qu'elle reste au gymnase, qu'elle continue à faire du sparring. Pour ne pas être rouillée quand elle arrive dans ce combat-là, parce qu'il faudra qu'elle soit sur son A-game dès le début du combat contre Gabrielle. C'est une fille qui est agressive. Mais si c'est une autre adversaire un peu moins connue, on va dire, c'est vrai que ça fait long d'attendre jusqu'à février pour avoir un combat. À mon avis, tout dépend de l'adversaire pour voir si c'est un peu trop long ou pas. C'est quand même dur à dire, mais c'est pas la situation idéale pour Marie-Ève Dicker parce que tu veux, quand tu as remporté plusieurs combats de suite comme ça, tu veux continuer sur le même rythme, tu veux faire des combats tous les 3-4 mois, que ça soit rapide. Et là, c'est comme si tu attends un peu de savoir ce qui se passe, tu es dans l'inconnu. Mentalement, ça doit pas être facile aussi.
Évidemment, on sait que les carrières de Leder, Alvarez et d'Escar Rivas sont un peu liées aux décisions des grands réseaux. Dans le cas d'Alvarez, ben, on l'a expliqué la situation la semaine dernière. On attend ce que ESPN va proposer. Rivas, bon, vient de se battre au mois de juillet en Angleterre et là, on est dans une impasse juridique. Mais ça a des dommages collatéraux sur, par exemple, Shaquille Finn, a mis la main sur des ceintures mineures et est classé dans les 40 premiers aspirants WBC. Là, on est en mesure de placer un Lafrenière, mais qui est maintenant davantage associé à New Era sur cette carte-là. Donc, tous les autres boxeurs qui attendent des galas, parce que c'est un peu ça le problème au Québec, il y a un manque de galas. Donc, Yvon Michel généralement faisait beaucoup de place à des boxeurs indépendants qui sont liés à aucune promotion sur ces cartes. Là, ça devient plus compliqué. Ça commence là, à retarder, si tu veux, la progression de certains boxeurs. Je parlais des événements à surveiller. Je vais y aller avec l'actualité récente, vu que le temps file. Premier combat qu'on attendait, c'est Alexander Usyk. On sait, on a mis la main sur les 4 ceintures chez les poids lourds légers après avoir remporté le tournoi de la Super Série mondiale de boxe. Avait effectué sa première défense de tous ses titres contre Tony Bellew et a annoncé qu'il passait chez les poids lourds, la catégorie reine de la boxe. Et ça devait avoir lieu un peu plus tôt ce printemps, mais contre Carlos Takam. Par contre, il s'est blessé, a dû reporter le combat. Là, ce qui se produit, c'est que Usyk pensait se battre avec Takam. On a annoncé son retour 12 octobre à Chicago. Ça a été officialisé aujourd'hui. Par contre, Takam, lui, a signé avec Jody Gardia. Donc là, on est allé dans une autre direction. Et là, on se retrouve contre un Néerlandais, un ancien champion de kickboxing. Connu de ceux qui suivaient le Glory. Donc, on comprend, c'est un premier combat, c'est un combat de retour, mais personnellement, l'affiche contre Takam m'intéressait davantage que contre un boxeur qu'on regarde. Ça fait penser à cet adversaire que Custio Clayton avait battu à Québec, qui était aussi un Néerlandais, ancien champion de kickboxing. Des combats faciles en début de carrière. Oui, il est invaincu, oui, il a beaucoup de knockouts, mais il n'a jamais vécu l'adversité qu'un Usyk a connue, des gros combats là, pour l'Ukrainien. C'est ça. Par rapport à ses combats précédents, c'est nettement en dessous au niveau en termes d'adversité pour Usyk. Tyrone Sprong, c'est un ancien kickboxer, comme tu l'as dit, il a fait un petit peu d'MMA, 2 combats qu'il a remportés, mais il était très bon en kickboxing. Mais là, c'est de la boxe anglaise. Il a remporté ses 13 ou 14 premiers combats. 13 sur 14 par knockout. Par knockout, c'est ça. Donc, c'est un gars qui, même en kickboxing, avait beaucoup de puissance. Je pense qu'il a une 60aine de KO en 90 victoires en kickboxing. C'est un gars qui a quand même affronté des grands noms. Je pense à Jérôme Le Banner, Ray Sefo, Alistair Overeem, Rémi Banjaski, des Gokhan Saki, des gars comme ça dans le kickboxing. Donc il a affronté les meilleurs, mais là c'est pas le même sport. C'est proche, mais c'est pas le même sport. Ça reste un gars qui a beaucoup de puissance dans les mains, dans les 2 mains, mais il n'a pas contre un autre boxeur. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose en utilisant cette puissance justement, mais contre un gars comme Usyk qui est tellement fort techniquement. Qui est considéré comme un des meilleurs livre pour livre de la planète en plus. Qui a des déplacements, c'est le même entraîneur que Lomachenko, c'est le père Lomachenko. C'est les mêmes méthodes d'entraînement, mais c'est aussi la même vision de la boxe. Beaucoup de déplacements, des angles. Il utilise extrêmement bien son jab. Donc c'est un boxeur qui va être très très compliqué à manœuvrer pour tous les poids lourds. En plus, il a un gros volume de coups, Alexander Usyk. C'est un gars qui lance des combinaisons, il en lance beaucoup plus que la majorité des poids lourds. Donc c'est quelqu'un qui va être capable d'épuiser aussi des poids lourds naturels. Alors il faudra qu'il compense son manque de carrure par rapport à des gars comme Joshua qui font 6 pieds 6. Usyk fait 6 pieds 3. Il a mis de la masse musculaire sur sa carrure, mais il va être un petit poids lourd. Là, contre Sprong est encore plus petit que lui, il fait 6 pieds 2. Je ne sais pas exactement quel poids il va faire quand il va affronter Usyk, mais Usyk ne va pas avoir le désavantage physique qu'il aurait eu par exemple contre Takam, qui est beaucoup plus massif, rablé, qui lui aurait imposé un défi physique dans les accrochages, en s'appuyant sur lui dans les cordes.
Et ça va probablement manquer contre Spong. Donc ça va être un combat de bienvenue chez les poids lourds, mais ça va pas être un gros défi pour Usyk. J'aurais aimé, c'est aussi parce que c'est un combat de retour après la blessure, il y a eu cette période d'inactivité, donc on ne veut pas lui ajouter à cette période d'inactivité une adversité contre un poids lourd reconnu. On préfère le faire commencer tranquillement, qui remporte son premier combat, qui s'installe chez les poids lourds, et après, ça ne m'étonnerait pas que son prochain combat soit contre Carlos Takam, mais ça va venir après. Là, avec cette blessure et cette inactivité, je pense qu'on ne voulait pas doubler l'adversité. C'est un petit peu décevant parce qu'on connaît d'avance le résultat du combat. Mais écoute, c'est une nouvelle catégorie. La semaine dernière, je disais que Jeff Horn allait passer sur le corps de Zerafa, et ça a été l'inverse. Jeff Horn n'est pas le même calibre de boxeur que Usyk, donc je vois mal ce genre d'accident arriver à Usyk, mais il ne faut pas non plus jouer avec le feu en le faisant revenir comme ça après une blessure. Tu ne sais jamais comment un boxeur va réagir après ce genre de blessure. Si la blessure revient pendant le combat et que tu es contre Carlos Takam, là tu es dans le trouble. Alors que si ça revient et que tu es contre Tyrone Spong, tu peux utiliser ton talent pour t'en sortir. Fait intéressant à noter, Usyk a déclaré qu'on lui avait offert Povetkin et un autre boxeur russe, et il a refusé, pas parce qu'il avait peur du défi, c'est qu'il ne voulait pas qu'on considère un affrontement contre un boxeur russe comme un geste politique, parce qu'on sait que Usyk est originaire de la Crimée, territoire qui a été annexé de force en 2014 par la Russie, et là veut s'éloigner de toute controverse. Oui, il fait bien parce que Povetkin, en plus de cette controverse-là, il en a souvent d'autres avec des contrôles antidopage qu'on retrouve dans ses veines. C'est quand même intéressant, dans une certaine mesure, de voir un boxeur qui est allumé, mais en Ukraine, ils sont forcément quand il y a un morceau de ton pays qui est annexé par le voisin, tout le monde a une opinion là-dessus et tout le monde s'implique un peu plus politiquement. On sait que les frères Klitschko sont impliqués en politique aussi. Vitali est ou était le maire de Kiev. Je ne sais plus s'il l'est encore, s'il y a eu des élections depuis. Mais au moment où la Crimée a été annexée, Vitali était maire de Kiev. Donc chez les boxeurs ukrainiens, on a une implication politique comme ça. Par contre, j'aimerais bien voir un combat entre Usyk et Povetkin, pas pour le côté politique, mais je pense que Usyk serait capable de neutraliser complètement Povetkin. Bon, le temps file, on va avoir l'occasion, comme je disais, de revenir sur les autres combats. Le dernier que je voulais te parler, c'est on a enfin réglé le problème de Régis Prograis. Il va affronter Josh Taylor pour la finale des super légers de la Super Série mondiale de boxe le 26 octobre à Londres. Et combat très, très intéressant en demi-finale chez les poids lourds. Joseph Parker, l'ancien champion, qui va affronter Derek Chisora. Combat lucratif qu'attend le gagnant, parce qu'on va revenir dans le portrait chez les poids lourds. Ouais, et Chisora, il donne toujours des combats compliqués. C'est un gars qui est vraiment pas classique dans sa manière de boxer. Il lance des grands coups de moulin avant, mais il impose un défi physique. Il n'arrête jamais. Je te mets au défi de trouver un combat ennuyant avec Chisora. Ça a toujours été excitant, et Parker, il va devoir travailler fort parce que c'est un gars qui est plus scientifique dans son approche. C'est un gars qui va essayer de gérer la distance, utiliser son jab. Il a essayé de mettre un peu plus l'accent sur la puissance dans ses derniers combats, mais c'est pas sa manière naturelle de boxer. Et là, il va devoir se faire respecter par Chisora, parce que Chisora, il avance, il prend des coups, c'est pas grave, il continue. Des fois, il se fait passer le KO, mais ça l'empêche pas d'avancer. Ça lui fait pas peur de prendre des coups de puissance. Ça va être un duel, une confrontation de style qui va être très intéressante. Je pense que Chisora est un petit peu usé justement par son style de combat, toutes ces guerres qu'il a menées. Je m'en souviens, ce combat contre Carlos Takam, c'était très intense. Contre Dillian Whyte aussi, où il s'était fait passer le KO. C'est un boxeur qui a pris beaucoup de coups, ça fait longtemps qu'il se bat. Il avait commencé mais le premier combat d'envergure, c'était contre Vladimir Klitschko. Ça remonte déjà à quelques années. Il y a eu des combats contre David Haye où il s'était fait passer un terrible KO. Donc c'est un gars qui a pris beaucoup de coups. Je pense qu'il est usé physiquement, et Parker est beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais. Mais est-ce qu'il va réussir à résister à la pression de Chisora?
Je pense que oui, mais il va devoir utiliser tout son petit change pour se débarrasser de Chisora. Et en ce qui concerne la finale entre Prograis et Taylor, c'est un combat que ça me faisait mal au cœur que ce combat-là soit annulé. Finalement, on va y avoir droit. Et c'est un combat qui est très intéressant. Deux gauchers face à face. Taylor qui est beaucoup plus grand, qui a une grande portée. Ça va être un petit peu, pas le même style de boxeur, mais au niveau de la carrure, un petit peu ce qu'on a vu entre Lomachenko et Campbell. Là, Taylor, il mesure 5 pieds 10. Je pense que Prograis est à 5 pieds 7, si je ne me trompe pas. Avec des bras qui sont pas très longs alors que Taylor lui a des longs segments. Donc est-ce qu'il va réussir à passer à travers cet avantage de portée-là? Je pense que oui, parce que Prograis a des belles esquives. J'aime bien la manière dont il s'approche de l'adversaire. C'est un style, on dirait un boxeur des années 60 qu'on voit évoluer aujourd'hui. Mais ça va être très intéressant ce combat-là. J'ai pas de favori clair dans ma tête, je veux juste voir le combat et voir ce qui va se passer. Sinon, calendrier des combats d'unification, Errol Spence contre Sean Porter le 28 septembre à Los Angeles, ou encore Vosdik contre Beterbiev le 18 octobre à Philadelphie, Inoue Donner le 7 novembre au Japon. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le tournoi des lourds légers, la deuxième saison de Super Série mondiale de boxe entre Braidis et Dorticos va connaître son dénouement le 14 décembre. Tu l'auras deviné, en Lettonie. Oui, en Lettonie, où au dernier combat, Braidis a pu s'en sortir en donnant un coup de coude en pleine mâchoire de Glovaki. Donc il faut que Dorticos soit prêt. Par contre, Dorticos, lui, au niveau des coups un peu vicieux, il ne va pas se laisser faire. S'il prend un coup de coude, il va en donner un aussi. Donc ça va peut-être le remettre en place, Braidis. Et je veux juste ajouter un petit truc. On parlait tout à l'heure d'un possible combat entre Teofimo Lopez et Richard Comey sur la même carte. ESPN a dans ses plans d'opposer Terence Crawford à Cavalioskas. Et quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Custio Clayton qui pourrait être à la place de Cavalioskas s'il avait accepté ce contrat de 3 combats. On en a parlé plusieurs fois, mais quelle occasion manquée, parce qu'à mon avis, il bat Cavalioskas et il aurait pu être face à Terence Crawford et avec la bourse qui vient avec, d'autant plus que Cavalioskas n'a rien fait pour mériter un combat un verdict nul. Contre le numéro 2 livre pour livre. Il a fait un combat nul contre Ray Robinson. Alors s'il avait fait un combat nul contre Sugar Ray Robinson, je dis ok, mais c'était pas le même. C'était un autre, The New Ray Robinson. Peu de choses à se mettre sous la dent cette fin de semaine, mais il y a quand même 2 galas qu'on va surveiller. Ça commence jeudi 19h sur ringtv.com et la page Golden Boy Fight Night. Azat Ovanyosian qui affronte Franklin Manzanilla. Donc, pour l'Arménien, c'est un retour dans le ring. Il s'est incliné, il s'est fait connaître au championnat du monde de 2009 à Milan, ces fameux championnats où on avait repéré Arthur Beterbiev. Il s'est incliné devant Oscar Valdez, qui est devenu champion du monde en boxe professionnelle. Donc, lui, c'est sa 3e défaite, 3e combat plutôt depuis sa défaite contre Ray Vargas, qui est un adversaire qui a également affronté Manzanilla. Lui, il l'a affronté en février, donc c'est son premier combat depuis cette défaite. Et les deux boxeurs ont plein de choses en commun. Ils sont nés à un jour de différence, les 15 et 16 août 1988. Et sont classés 6e et 14e au WBC chez les poids supercoques. Donc, c'est un combat qui est important pour la suite de la carrière. Et de la façon dont les deux boxeurs se comportent dans le ring, il y a un loustic qui disait soit que ça va se finir par knockout ou par un no contest, un non-lieu à cause d'un coup de tête. Exactement. Et Ovanesian, c'est un boxeur très, très agressif qui lance beaucoup de coups. Lui aussi, c'est le genre de boxeur, tu sais que ce combat-là, va y avoir de l'action. Pour un promoteur, c'est tellement bien d'avoir des boxeurs comme ça, parce que si tu as une finale ou une demi-finale qui pourrait être un peu soporifique, tu mets Ovanesian sur ta carte, puis tu sais que tu vas avoir un combat qui va réveiller le public parce qu'il va y avoir énormément d'action. Je m'attends à ce qu'il y ait des feux d'artifice dans ce combat-là. Également samedi au Japon, Jorge Linares qui affronte Al Toyongo. C'est un retour dans le ring pour l'ancien champion des plumes, des super plumes et des légers. Un désastreux combat à sa dernière sortie contre Pablo César Cano en janvier à New York. Il avait été battu en 2 minutes 48 après 3 chutes au plancher. C'est un premier duel pour lui au Japon depuis décembre 2014. Pourquoi qu'on s'intéresse à ses combats au pays du soleil levant? C'est parce qu'il a commencé sa carrière là-bas quand il avait seulement 17 ans. C'est un boxeur qui est originaire du Venezuela. Et son adversaire, fiche de 10 victoires, 4 défaites, un verdict nul.
pour se refaire la main. Exactement. C'est pour se refaire la confiance. Et oui, c'est pas forcément très connu, mais Linares a commencé sa carrière au Japon. Il a fait énormément de combats là-bas. Il était sous promotion japonaise également. Donc c'est un peu un retour aux sources au niveau de la location du combat au Japon, au niveau du poids aussi, puisqu'il revient chez les légers. Et tu as dit désastreux. Et ben c'est exactement ce que j'avais écrit là. Passage désastreux chez les 140 livres. Il était contre Cagno, le cogneur mexicain, qui ne lui a laissé aucune chance. Il lui a fait mal après. Je pense que la première chute au tapis était après 15 secondes ou 20 secondes. Et il s'en est jamais remis. Ça a été le défaut tout au long de sa carrière de Linares, un petit peu à l'image d'Amir Khan. C'est que très tôt dans le combat, on peut lui faire mal. Je m'en souviens qu'il s'était fait passer le KO au premier round par Juan Carlos Salgado à 130 livres. Par Yeyo Thompson au Mexique, je pense que c'était au deuxième round. En tout cas, quand il perd par KO, c'est très tôt dans le combat. Quand il est un peu réchauffé, qu'il a pris les coups, il est capable de les prendre jusqu'à la fin du combat normalement. Mais c'est tôt dans le combat, c'est possible de lui faire mal. Et là, je pense que 140, c'était trop gros pour lui. Tu l'as dit, il vient de beaucoup plus bas. Il a pas c'est pas son poids naturel et les coups portaient beaucoup plus. On a vu dès que Cagno arrivait à l'atteindre, ça lui faisait mal. Il a compris il a pris une décision rapide. Il a compris que 140, c'était pas fait pour lui. Il est revenu à 135 et à mon avis, c'est la bonne décision. Là, c'est un faire-valoir pour lui redonner la confiance. Et après, on verra ce que ça va donner. Mais ça reste un des gros noms chez les poids légers. Et on sait qu'il y a beaucoup d'adversaires de qualité à 135 livres. C'est ce qui fait le tour de l'actualité cette semaine. Bien, comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeartRadio pour connaître tout le contenu proposé par RDS. Donc, au nom d'Adrien Meur et du baron de la mise en onde d'Olivier Côté, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!